Giovanna, Monsieur le ministre Ateneo, Giovanna, Monsieur le représentant du commissariat Giovanna, tout le monde, les représentants des associations, du cluster maritime. Je crois qu'il y a des Tamana et Raphaël qui doivent venir, des représentants de l'Assemblée, pêcheurs, scientifiques. Bonjour à tous, Giovanna, et bienvenue à cette conférence ce soir. On vient d'être l'intention de partenariat avec le ministère, justement, avec l'IDEA et son équipe, pour collaborer sur la gestion et la protection des ressources marines en Polynésie française. Donc, mesdames et messieurs les représentants de Monsieur le Président de la Polynésie française, mes chers collègues chercheurs, Monsieur le Directeur des ressources marines, cher Cédric, et les collaborateurs que j'ai vus en haut, mesdames et messieurs les représentants des associations d'environnement, mesdames et messieurs les représentants de Cuba, Tereli, cher Donatien, dear Mr. Wong, and Miss Schiller, mesdames et messieurs les professionnels du monde maritime, de la pêche et de toutes les activités aquatiques, mesdames et messieurs les passionnés du savoir, les passionnés de l'océan, les passionnés de la nature, mesdames et messieurs, je suis très heureux et j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence par un petit mot introductif qui me permettra de partager avec vous la vision de notre gouvernement pour tenter de résoudre une équation difficile qui est que, nos îles dépendent souvent des importations alimentaires. Et la souveraineté alimentaire vise à réduire cette dépendance en produisant localement une part significative de l'alimentation. Et deuxièmement, la protection de l'espace maritime polynésien est cruciale pour la souveraineté polynésienne. Mais les ressources marines fournissent une part importante de l'alimentation de nous, des Polynésiens. Aussi, il est important pour nous d'identifier cet équilibre délicat entre exploitation économique et préservation environnementale. La diversification des apports alimentaires locaux et la gestion durable des ressources marines sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire des générations futures. Et la raison d'être du ministère dont j'ai la charge est de sécuriser notre alimentation afin de permettre la souveraineté de notre pays. Comme ça a été dit précédemment, en ce début de semaine, le président Moïse Brotherson vient de nous confier la responsabilité de la préservation et de la valorisation de notre environnement, aussi bien marin que terrestre. Et il ne peut pas y avoir de futur durable pour notre société polynésienne sans préservation de notre nature, de notre biodiversité, de nos ressources naturelles, et ce, afin de laisser à notre mer, à nos lagons et également à nos générations futures, à nos enfants, le temps de profiter et le temps à la nature de se régénérer. Et j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que l'humain devrait autant se préoccuper de la nature et de sa bonne santé que de l'humain. L'océan Pacifique, berceau de l'émancipation de la civilisation polynésienne, occupe une place centrale dans notre vie. Et nous avons la chance de l'observer et de le voir tous les jours. Il est un élément fondateur de notre identité culturelle, économique, sociale et environnementale. Les mécanismes écosystémiques sont les interactions complexes entre les êtres vivants et leur environnement, et les écosystèmes marins et terrestres sont interconnectés. Du coup, respecter ces interactions signifie préserver la diversité des espèces et leur rôle écologique. La disparition d'une espèce pourra perturber tout l'écosystème. Et plus la biodiversité est élevée, plus les écosystèmes sont stables et résilients face aux perturbations. Et nos anciens avaient très bien compris ces mécanismes. Pour exemple, les rahuis, la notion de rahui, qui est un modèle ancestral de gestion des ressources naturelles, qui consiste à restreindre de façon temporaire l'accès à un espace ou à interdire le prélèvement d'une ressource naturelle. Je prendrai pour exemple, lorsqu'on avait des pêches au caillou, après la pêche au caillou, il y avait un rahui sur la zone pour laisser les espèces marines le temps de se réapproprier un espace. Et cette pratique ancestrale offre des enseignements précieux pour la gestion durable
des ressources marines au niveau local et je suis le premier défenseur pour la restauration de nos lagons. Un autre mécanisme important qui a été mis en place par le gouvernement et par la précédente gouvernance, c'est la gestion de la ZEE de la Polynésie française. La zone économique exclusive de la Polynésie française, vous savez, est vaste et riche en ressources marines. Et depuis l'adoption du statut en 1996, la gestion de la ZEE est une compétence de principe de la Polynésie française. Et la ZEE, vous savez, est aussi vaste et riche en ressources marines, aussi vaste que l'Europe, et sa gestion est partagée entre l'État et la Polynésie française. Et je remercie ici la présence des deux invités ainsi que le secrétaire général du Congrès. Le gouvernement de la Polynésie a mis en place des mesures pour protéger et gérer durablement ces ressources marines. Cela inclut des quotas, des zones de protection, des zones de pêche réglementée, une technique de pêche hauturière qui est labellisée MSC, une réglementation locale sur certaines espèces marines, des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec des entités scientifiques et des organisations internationales. Actuellement, je travaille à l'instauration d'un zonage côtier afin de promouvoir notre pêche artisanale et de créer un cadre de collaboration entre tous les acteurs de la pêche, les pêcheurs côtiers et les pêcheurs hauturiers. Et pour cela, je tiens véritablement à être clair. Ce zonage a vocation à régler les conflits d'usage qui existent à l'heure actuelle, afin que demain, nous continuions à travailler ensemble. Nous avons la chance d'avoir une pêche culturelle garantie, pêche durable. Et le directeur des ressources marines vous en fera une présentation. Mais nous ne devons pas faire une opposition entre nos pêcheurs. La concurrence, j'en ai déjà fait part en fait aux armateurs, la concurrence est à l'extérieur de nos eaux. Actuellement, notre pêche répond à notre besoin annuel en poissons. Et nous devons soutenir les thoniers, mais également les potimarara et les potiorou, les bonitiers. L'aire marine gérée des Nuatea est un espace protégé en mer unique à la Polynésie française. Elle occupe l'ensemble de la zone économique exclusive de la Polynésie, couvrant une superficie de 4 867 000 km². Et les objectifs de gestion sont 1. De préserver et de restaurer le patrimoine naturel marin. 2. De pouvoir valoriser la pêche durable. 3. De pouvoir promouvoir les activités marines durables. Également d'améliorer la connaissance et la sensibilisation, mais également gérer de façon coordonnée et partenariale. Tout ça ne pourra se faire sans une coopération régionale et sans un rayonnement international. Ainsi, Teinoe-Atea est sous la responsabilité de mon ministère, co-géré par la direction de l'environnement et la direction des ressources marines. En somme, Teinoe-Atea incarne la vision de la Polynésie pour une gestion durable de ses ressources marines, tout en préservant son identité culturelle et son rayonnement international. Et au niveau mondial, nous pourrions également servir d'exemple et apporter des conseils ou porter notre voix auprès des grandes puissances par la promotion de modes de vie ancestraux. Ce qui me permet d'introduire un sujet très important, qui est celui de notre vulnérabilité au changement climatique. Certains d'entre vous le savent déjà, les activités humaines et notre recherche de croissance inépuisable dans un monde épuisable sont responsables de forts dérèglements globaux sur l'ensemble de notre planète. Les communautés scientifiques sont unanimes et les résultats sont plus que bien documentés. Et nous venons de dépasser de tristes records. Nous avons dépassé 6 limites planétaires sur les 9 définies par les scientifiques du GIEC. Ces limites planétaires sont les seules que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer pour pouvoir vivre durablement dans un écosystème sûr. Mais nous ne pouvons que constater un phénomène d'accélération dû
à cette course effrénée de la surconsommation. Je vous invite pour cela à vous documenter, vous renseigner et à en parler autour de vous, afin de construire une prise de conscience collective de ces perturbations à venir, très certainement imprévisibles. En tant que Polynésiens, notre rapport à l'océan est profondément ancré dans notre histoire et notre culture. Il est notre allié, notre garde-manger et notre régulateur climatique. La préservation des ressources marines et le respect des mécanismes écosystémiques sont essentiels pour assurer notre souveraineté alimentaire et garantir un avenir durable. So the topic of today's presentation is how to secure a sustainable food supply from the ocean while protecting the ocean's health. Donc le sujet de cette présentation aujourd'hui, bonsoir à tous, est donc de s'assurer de la sécurité alimentaire et de la protection de la bonne santé des ressources marines. So we will have three main topics we're covering: the current state of global fisheries, the importance of fisheries management in protected areas, and challenges posed by a particular fishing method that we're studying around the world called drifting fish aggregating devices. Et donc aujourd'hui nous allons aborder trois thèmes. Tout d'abord nous allons parler d'un état des lieux des pêcheries mondiales. Nous allons ensuite aborder l'importance de la gestion des pêcheries et des zones protégées et terminer par les défis, les résultats des dernières recherches concernant les défis que posent les DCP, les dispositifs de concentration de pêche de poissons. Voilà. Exactement. So we start with the current state of global fisheries. And I want to start with this image from 400 years ago. I was born in Europe, in Northern Europe, and this was a fish market in Northern Europe 400 years ago. Et donc je vais commencer par un état des lieux des pêches mondiales en vous montrant cette image qui donc, est un marché en Europe. Moi-même, je suis né en Europe et cette image date d'un marché d'il y a 400 ans. And here's a picture from the same fish market today. It's entirely different, with most fish coming from aquaculture and almost no local fish being for sale. And the area where I grew up in northern Germany has almost no fishermen at all. Et donc vous retrouvez ce même marché aujourd'hui et vous verrez qu'en fait il y a presque plus de poissons locaux qui sont sur ces étals et vous avez énormément de poissons issus de l'aquaculture. Et là où je suis né, là où j'ai grandi, en Allemagne du Nord, il y a pratiquement plus de pêcheurs. This trend is also seen in global catches, shown here from 1950 to 2020. And what you see is that fish catch has been increasing up to the 1990s, but for the last 30 years has not been increasing at a global scale. Et donc ici vous avez aussi un graphe qui montre l'état des pêches mondiales, la production en pêche des années 1950 jusqu'aux années 2020. Et vous pouvez voir que dans un premier temps, la croissance des pêches de poissons en liberté a augmenté jusque vers les années 1990 et qu'à partir de là, ça a stagné au profit des poissons issus de l'aquaculture. But since the global population has been growing during this time rapidly, aquaculture has been taking up that slack and increasing rapidly, and now replaces wild fisheries in many regions. Et donc, puisque parallèlement à cela, la population mondiale a augmenté, vous pouvez voir que l'aquaculture a supplanté, a dépassé les captures de poissons à partir des années 90 et a augmenté, progressé de manière importante depuis. This is a problem not just for food supply and the health of the ocean, but also a problem for the health of people. Et ça, ce n'est pas juste un problème en termes de nourriture ou de santé des milieux marins, mais également un problème pour les êtres humains.
Recent research has shown that wild fish from the ocean, which is still abundant in French Polynesia, is an important, affordable and unique source of essential micronutrients such as calcium, zinc and essential fatty acids. Et donc les recherches ont démontré que les captures de poissons en liberté présentent un avantage énorme puisqu'elles sont une source de micronutriments essentiels tels que le zinc, que des acides gras essentiels qui sont, et du fer, qui sont très importants pour l'être humain et qui sont en abondance encore ici en Polynésie française. And these nutrients are especially important for children and childhood development, for example, brain development. And so in a very real sense, the future of our children is dependent in part on healthy food from the ocean. Et donc ces nutriments sont très importants notamment pour les enfants et pour leur croissance. Et donc très concrètement, cela se traduit par le fait que l'avenir de ces milieux marins, de ces pêches sont très importants et pèsent sur l'avenir de l'être humain. For these reasons, countries around the world have decided to have a global commitment to have 100% of fisheries sustainable and productive today and in the future. Et donc, ce sont les raisons pour lesquelles les pays du monde entier se sont rassemblés et ont mis en place des objectifs de développement globaux qui visent donc à s'assurer des pêcheries qui soient durables et productives aujourd'hui comme à l'avenir. And of course, those goals are also shared by local governments and regional fisheries management organizations, for example, here in the Pacific. Et bien entendu, ces objectifs sont également partagés par des gouvernements locaux et des organisations de gestion de pêche régionales. But it's not just about fish and fisheries, it's also about the health of the ocean and restoring marine biodiversity and threatened species to a healthy state, with a global commitment to protect 30% of land and ocean by 2030. Mais il ne s'agit pas simplement des poissons, des pêches, mais également de restaurer la biodiversité marine et des écosystèmes en bonne santé. Et c'est pour cela que certains se sont engagés d'ici 2030 à ce que 30% des terres et des mers soient réservées pour la protection de ces ressources. So when we look at that commitment and how things are today, here is an overview of the state of scientifically assessed fish stocks around the world. Et ici, lorsque on compare et on regarde l'état des lieux mondial des poissons, voici ce que l'on retrouve au niveau des stocks de poissons. So what you see here is the health of these fish stocks, with some stocks increasing in blue, some stocks decreasing in red, and some stocks not changing in gray. And as you can see, these results differ very much by region. Et ce que vous voyez ici à l'écran, c'est donc l'état des stocks de poissons qui peuvent s'accroître, et c'est ce que vous voyez en bleu, voire décliner en rouge, ou ne subir aucune modification par changement en gris. Et vous pouvez voir ici que la disparité entre les diverses régions. When we compare this picture to data for marine mammals such as whales and dolphins, we find that they are doing much better because they often have had stricter protection for a longer time. As a result, the majority of these species shows an increase. Et quand vous comparez ce tableau avec cette autre carte qui, elle, recense la population des mammifères marins, vous pouvez voir que de leur côté, c'est une toute autre histoire puisque leur progression s'améliore et cela est dû aux réglementations beaucoup plus strictes qui existent dans les pays les concernant.
So how can we better the situation for fish stocks and marine biodiversity at the same time? In the second part of the presentation, we would like to talk about the importance of fisheries management and protected areas working together to ensure the health of the ocean and a sustainable food supply. Donc pour s'assurer de cette sécurité alimentaire en provenance des océans et pour s'assurer de la bonne santé de ces milieux marins, il est important de voir la gestion, de souligner l'importance des gestions des pêcheries, de la gestion des pêcheries et des zones protégées. I started with fisheries management, so a few years ago I co-led an international panel on how to improve and rebuild fisheries to meet our targets for sustainability. Et donc, il y a quelques années de cela, j'étais co-dirigeant d'un panel de scientifiques d'études qui visait à voir les façons qui nous étaient possibles de mettre en place, les mesures qui nous étaient possibles de mettre en place pour reconstituer les stocks et améliorer la situation. We reviewed fisheries from around the world that were improving and documented in detail the management measures that were taken to make those improvements. Et donc, nous nous sommes attelés à regarder tous les endroits sur la planète où les stocks étaient s'améliorer et voir quelles étaient les mesures qu'ils avaient prises à ces endroits-là. Here's what we found. We found that all regions that were improving had a combination of several management measures. Et voici ce que nous avons donc découvert, c'est que dans les régions où l'état des stocks s'améliorait, ils avaient mis en place un ensemble de mesures. These include restrictions on the methods of fishing, the number of fishing boats, the total catch that was allowed, and also closed areas in those fisheries. Et donc, comme vous pouvez le voir, ces mesures comprenaient notamment diverses réglementations sur les équipements de pêche autorisés, sur le nombre de navires de pêche autorisés, sur le total des captures autorisées, ainsi que des mises en place de zones fermées à la pêche. And for small-scale fisheries, such as those found in lagoons or reefs, we also found that the cooperation with local communities was extremely important. Et pour ce qui concerne les pêches à petite échelle, nous avons remarqué que la gestion passait, l'amélioration passait notamment avec une coopération étroite avec les populations locales. The important message is there's not one solution. It's many different measures that need to be taken together to ensure a sustainable food supply. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas une solution pour toutes les situations, mais qu'il s'agit bien d'un ensemble de mesures qui doivent être prises ensemble pour atteindre l'amélioration des sols. A similar panel looked at the effectiveness of protected areas around the world and found that fully protected areas or highly protected areas were most effective at restoring depleted ecosystems back to what they were in the past. Et un autre panel a étudié l'importance des zones protégées et donc a conclu que dans les zones protégées, pleinement protégées et dans les zones hautement protégées, c'était des manières très efficaces pour reconstituer les stocks dans les endroits où cela a été pillé ou où il y avait plus trop de poissons. I saw such a small coastal protected area here in Rangiroa, in French Polynesia. Et j'ai moi-même vu un endroit où il y avait une zone protégée à Rangiroa, where the abundance of large fish was higher than anywhere else I lived. et le nombre de poissons à grande taille était plus important que partout ailleurs où j'ai pu plonger. And I have done lots of work on protected areas around the world and found that they differ very strongly from fish areas in most places. Et donc j'ai déjà travaillé dans plusieurs endroits de par le monde sur ces zones protégées et j'ai pu observer la même chose que dans ces zones protégées, les grands poissons étaient en plus grand nombre.
Going out to the global picture, we see that about 8% of the ocean is currently protected as marine protected areas. These are the symbols in solid colors. Et si on prend un peu de hauteur et on regarde la carte de la planète, on s'aperçoit qu'à peu près 8% des océans sont des zones protégées. Vous pouvez le voir avec les différents codes couleurs. At the same time, in the hatched symbols, you see that also 8% of the ocean are currently closed or partly closed as a fisheries management measure. Et dans les zones hachurées, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a également des zones qui sont fermées à la pêche ou en partie fermées à la pêche, qui existent. One major point we would like to make in this presentation is that we need to do both successful fisheries management and protected areas working together to ensure sustainable fishing and healthy marine ecosystem. It's not one or the other, we need both at the same time. Et ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas une seule solution à mettre en place, et qu'il faudrait faire les deux, avoir des zones fermées à la pêche et des zones protégées. We looked into this a little bit further with regard to sharks around the world. About 1/3 of shark species are threatened. Et nous avons donc poursuivi notre étude par rapport à l'analyse des requins dans le monde et l'importance de la protection de ces espèces. And we found that spatial protection, such as afforded in French Polynesia through a shark sanctuary, was one of the few measures that allowed sharks to thrive. Et nous avons donc pu conclure que, comme c'est le cas en Polynésie, le plus grand sanctuaire marin pour requins qui existe, que c'est un moyen efficace qui permet aux requins de s'épanouir. With French Polynesia having the largest shark sanctuary in the world. Et donc, puisque la Polynésie est le sanctuaire le plus, the largest sanctuary, right, we said. The largest Shark sanctuary. le plus grand sanctuaire marin pour requins. Yes. And we contrasted this with areas, for example, in Southeast Asia where no such protections were allowed, and sharks were declining, and in fact 3 out of 4 shark species in these regions were threatened with extinction. Et donc vous pouvez en contraste comparer avec la zone d'Asie du sud-est où vous voyez que le nombre de requins diminue et où il n'y a pas de réglementation en vigueur concernant la pêche. So we often get this question, whether protected spaces that are important for threatened species such as sharks and for ecosystems, can they also help people in fisheries? Souvent on me pose la question, est-ce que ces espaces protégés sont juste importants pour ces espèces menacées telles que les requins et les écosystèmes, ou est-ce qu'elles peuvent vraiment être bénéfiques pour les personnes et les pêches? We did a study on this in Galapagos, one of the older marine protected areas. It was installed in 1998 and enforced in 2001. Et nous avons donc mené une étude au Galapagos, l'archipel de Galapagos, qui est un des endroits les plus protégés, les plus anciens qui existent. En 1988, ça a été mis en place et renforcé, les mesures ont été renforcées en 2001. We found that fishermen tended to fish directly at the boundary of the protected areas, where tuna would leave the area and could be easily caught. Et donc nous avons remarqué que la plupart des pêcheurs attrapaient des thons tout autour, ils se mettaient autour de la zone protégée, aux frontières de la zone protégée, pour attraper des thons qui sortaient de cette zone et étaient facilement attrapables. The data also showed that catches and catch rates were highest there and continued to increase in the area next to the protected area, where saw declines elsewhere. Et nous avons aussi conclu que le taux de capture de thon progressait, augmentait tout autour de cette zone protégée, alors que dans les zones limitrophes tout autour, elle déclinait.
Thus, it is now acknowledged by fishers and conservationists in the area that the protected areas help to keep tuna stocks and their fisheries healthy. Et donc nous en avons conclu avec les pêcheurs et d'autres organisations que, en fait, ces zones protégées aidaient à préserver les stocks de thonidés. A similar study in Hawaii, just north of here, showed the same. Tuna catches were highest in the direct vicinity of the protected areas for commercially valuable big eye and yellowfin tuna. Et donc nous avons aussi pu mener des observations dans l'archipel des Hawaï, de Hawaï, où nous avons observé les mêmes conclusions. Les pêcheurs avaient des taux de capture plus élevés tout autour de la zone protégée, et notamment pour les temps d'aileron jeune, et le film, pour certains c'est albacore, et des temps de big eye, au temps rouge. Ton obese, je crois. Non? Big eye? Obese? Obèse, ton obèse. There has also been much research that showed this is very true for reef fisheries. It even may work better for reef fisheries because a lot of reef fish stay where they are, so they stay within the protected area. Et nous avons vu aussi que c'était un avantage pour tout ce qui était pêche au niveau récifal, au niveau des récifs, parce que ça permettait à ce que les stocks restent plus ou moins au même endroit. And this research and many other studies have shown that protected areas on reefs help to ensure fisheries against loss and help the fisheries to remain viable by protecting part of the stock for breeding or reproduction or for essential nursery areas. Alors, cette étude en particulier et d'autres études ont démontré que ce système était vraiment très efficace pour conserver les stocks, reconstituer les stocks, puisque ça permettait aux poissons de se reproduire, de pouvoir grandir et donc de pouvoir être capturés par la suite. Shifting gears quite literally. So I'm going to speak a little bit more spoken to some of the benefits on protected areas and strong fisheries management and the importance of those working in combination. Et donc, je vais à présent aborder plus une autre partie, mais toujours dans l'idée qu'il est important d'avoir des zones protégées pour la conservation de ces ressources et milieux marins. Yeah, and so I'm going to talk in particular about a fishing gear that is increasingly common in French Polynesian waters, even though French Polynesian fishers don't actually use it. Et je vais notamment aborder un outil, un équipement de pêche qui devient de plus en plus courant de voir en Polynésie française, et ce, alors même que les pêcheurs polynésiens ne les utilisent pas du tout. Yeah, so they're called fish aggregating devices in English, and they've been used for centuries in an anchored sense. So fishers around the world have been using this gear for a very long time. Donc on les appelle les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, et ces DCP ont été utilisés depuis des centaines d'années par les pêcheurs pour les ancrer dans l'océan depuis longtemps, pour attirer le poisson. Yeah, because they exploit the tendency of fish to gather together for protection in an otherwise open ocean environment. And so they aggregate fish, and when they're anchored in the water, fishers know that that's a location they can go to for good fishing. Et donc les pêcheurs savaient pertinemment que quand ils voyaient ces dispositifs ancrés dans l'océan, ils pouvaient être sûrs qu'ils allaient faire une bonne pêche puisque les poissons se concentraient autour de cet outil parce qu'ils se sentaient protégés. So the counterpoint to those anchored fads is what's called the drifting fad. And these are much, much more recent. These have only been used by the global fishing fleet since about the 1980s.
Et par contre, un autre outil qui est issu de cela sont les DCP dérivants, qui ont commencé à être utilisés tout récemment, en fait, depuis les années 80, qu'on en voit de plus en plus. And they're used almost exclusively by the tuna purse seine industry. And although it started very small, today we estimate that more than 100,000 of these drifting rafts are released by the purse seine fishery globally every year. Et aujourd'hui, ces outils, donc ce matériel de pêche, de DCP dérivant, est utilisé presque exclusivement par des tonniers qui pêchent à la Seine coulissante. Et donc, on a vu par exemple que leur utilisation a augmenté. Il y a eu plus de 100 000 DCP dérivants qui ont été lâchés par an. And the way they use them is that these rafts have a GPS beacon on them, and so a fishing vessel can release tens, dozens, sometimes over 1,000 of these for one vessel per year, and then they're able to know where the raft is because they have GPS beacons, and they can actually know how many fish have aggregated underneath the raft because they have an echo sounder buoy as well. Et donc, ces outils de DCP dérivants disposent d'une balise GPS qui permet aux navires qui les lâchent à la mer. Des fois, ils en lâchent une dizaine, d'autres, parfois, ça peut monter jusqu'à 1000 dispositifs qui sont lâchés par navire. Et donc, ils dérivent et ils savent exactement où se trouvent ces DCP. Et en même temps, ils ont aussi une balise qui leur permet de savoir est-ce qu'il y a des poissons qui se sont concentrés sous ce DCP. And one of the biggest problems with this gear, I'll talk about a few of the problems, but one historically has been that they catch a lot of juvenile tuna. So in particular, they catch juvenile yellowfin and big-eye tuna because these are small fish. They want to be with other small fish, and so they aggregate under these rafts. Il y a d'autres problèmes que posent ces DCP, mais un des problèmes majeurs que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que beaucoup de poissons juvéniles, de jeunes tonidés se concentrent autour de ces DCP, et donc ces tonniers pêchent beaucoup de poissons qui sont trop jeunes. Parce qu'ils sont là et ils se sentent protégés les uns avec les autres par leur. And so, as I mentioned, the use of this technology has been rapidly increasing in recent decades. We tried to estimate the global coverage of FAD. So here in the black boxes, you see the global purse seine fishing effort. And in the yellow, you see parts of the world where these drifting FADs have reached. Et donc, nous avons ici déterminé un peu la quantité de DCP dérivants qui pouvaient se trouver sur la planète. Et vous pouvez le voir ici que dans la zone, dans les petites cases noires, ce sont en fait les tonniers, les navires qui pêchent donc à la Seine, qui se situent à ces endroits-là, et que la zone en orange, c'est les endroits où se retrouvent les DCP. And what's really interesting here is you can't see any national borders, right? You can't see any national waters. So these gears travel with the currents. They go anywhere. They don't respect national boundaries. Et ce qui est important de remarquer aussi, c'est que ces DCP ne prennent pas en compte les frontières des États, des pays, puisqu'elles dérivent tout librement. As some people here probably know, this is especially a challenge for French Polynesia because many of the drifting fish aggregating devices that are deployed in the eastern Pacific come towards French Polynesia from that direction, and many that get deployed in the West Pacific come towards French Polynesian waters from the other direction. Et donc, certains d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui le savez certainement, c'est que ces DCP ça pose un problème pour la Polynésie française en particulier,
puisque les DCP qui sont relâchés du côté est vont ensuite dériver vers la Polynésie française, et il en ira de même du côté ouest. And so this is in addition to the challenges related to catching juvenile fish. As you can see here, they'll land on coastlines or on reefs, and they can be a really big problem for island states which may not have the capacity, nor is it their responsibility to clean up these gears which were released by fleets from a different country. Et donc, comme vous pouvez le comprendre facilement, cela peut poser un problème, notamment en Polynésie française, où ces DCP vont s'échouer sur des récifs ou vont s'échouer sur des plages, et donc les pays, et notamment la Polynésie française, n'a pas forcément les moyens ni la responsabilité normalement de procéder au nettoyage de ces plages, de ces endroits par rapport aux DCP. And there's increasing international attention focused on this gear, but currently there are no management measures at the international level that require companies or countries to label them in a specific way, nor is there any requirement for the fishing companies to come and clean them up if they get lost at sea. Il y a bien entendu l'attention de la communauté internationale qui est attirée sur ces DCP, mais malheureusement, aucune réglementation, aucun accord international n'est aujourd'hui en place pour forcer les pays, les navires à procéder à un étiquetage de labellisation, d'étiquetage de ces DCP de manière à ce qu'ils soient identifiables. De même qu'il n'y a aucune réglementation qui force ces sociétés à venir récupérer ces DCP qui dérivent dans nos eaux pour donc les recycler ou faire autre chose. And so this is a really recent report from the Western and Central Pacific. It shows that French Polynesia is a hotspot when it comes to FAD strandings. Donc ici, vous avez une carte du Pacifique central, occidental, et vous pouvez voir que la Polynésie française est un lieu où il y a énormément de DCP qui s'échouent. And like I said, they can get washed up on beaches or on corals, but we know that because the tuna fisheries in French Polynesia don't use purseines and they don't use FADs, we know that all of these over 1,000 stranding events came from other countries' tuna fisheries. Et parce que nous savons pertinemment que les pêcheurs polynésiens n'utilisent pas, n'ont pas recours à ces DCP, nous pouvons être sûrs et certains que ces plus de milliers de DCP qui s'échouent sur les eaux polynésiennes sont en fait des DCP provenant des pays de l'extérieur. And so, sort of circling back to the marine protected areas part that Boris mentioned, something we're really interested in better understanding is not just the impact of FADs on countries around the world, but on marine protected areas around the world. Et pour revenir à ce que Boris disait plus tôt, et notamment les zones protégées, je dirais que ces DCP dérivants n'ont pas simplement un impact par rapport à ce que font les autres pays, mais notamment sur les zones protégées elles-mêmes. So I talked obviously about the beaching events, and that can be a real problem for especially species that need a clean beach, like turtles. There's a big concern over turtle nesting sites on beaches. Et bien sûr, ça peut poser un problème environnemental, notamment pour les DCP qui atterrissent sur les plages et pour les espèces qui ont besoin de plages propres, notamment les tortues et les lieux de pente. Et donc, il y a une réelle problématique là. But there's also concerns that because the FADs can just follow currents, they can float through a marine protected area. This shows a model simulation of FADs going through the Chagos Marine Protected Area in the Indian Ocean. And you can see that they drift quite clearly through the marine protected area boundaries, and therefore they could be
collecting tuna underneath and coming out the other side. Et donc, c'est aussi un autre problème parce que ici, vous pouvez voir des imageries issues des DCP qu'on observe dans l'océan Indien, notamment dans l'archipel des Chagos, qui en fait passent d'une extrémité à l'autre. Et donc, les temps qui sont en dessous de ces DCP sortent de ces zones protégées par la suite, puisqu'ils dérivent. So the study that we're focusing on right now, and that I unfortunately don't have results for, but we're looking at marine protected areas around the world where they have reported beaching events and also where they have observed FADs drifting through their waters. Et malheureusement, je n'ai pas d'études, de résultats d'études à vous montrer aujourd'hui, mais nous sommes en train d'étudier donc, les endroits de par la planète, des zones protégées, où on observe donc, les DCP qui dérivent et la vague. So to summarize what we've been talking about, I want to make a few points for you to take home. One is that global fisheries and marine ecosystems need to be managed together for recovery and resilience. We need healthy ecosystems for healthy fisheries. Donc, pour résumer notre propos et les thèmes qui ont été abordés en conclusion, je dirais que les pêcheries mondiales et les écosystèmes marins nécessitent d'être gérés ensemble pour qu'elles se rétablissent et puissent être résilientes. Nous avons besoin d'écosystèmes marins en bonne santé pour s'assurer une sécurité alimentaire et des pêches plus importantes. The second point is that large-scale protected areas and also smaller protected areas can be helpful for both ecosystems and fisheries, but they need to work together with a larger fisheries management regime. Et nous observons aussi que les zones protégées à grande échelle et à petite échelle peuvent aussi profiter aussi bien peuvent être bénéfiques aussi bien pour les écosystèmes que pour les pêcheries. There's challenges, for example, by fishing aggregated devices that can be harmful for fisheries and marine ecosystems both. Mais bien sûr, il y a des défis qui se posent et l'un d'entre eux, c'est les DCP dérivants qui peuvent être dangereux et pour les pêches et pour les écosystèmes marins. And Pacific nations more broadly have been leaders and in the future need ongoing strong protection for both tuna and reef fisheries to secure a sustainable food supply from the ocean. Et les nations du Pacifique, leurs leaders ont besoin de s'assurer d'une protection forte, de mettre en place une protection forte, aussi bien pour les dents que pour les pêches au récif, pour s'assurer de la sécurité alimentaire en provenance des océans. On a personal note, I want to thank, or we both want to thank, everybody here in French Polynesia who has been incredibly friendly and helpful to us. And I want to say, Maruro! Nous ensemble aussi remercier votre attention et votre appui. Do we have time for questions? Des questions, s'il vous plaît? Merci beaucoup Boris et Lorraine pour ce talk qui était très clair et très accessible. Je pense qu'on a bien retenu le message l'idée de travailler à différentes échelles, que ce soit au niveau international pour gérer les stocks et lutter contre les DCP dérivants, et également à l'échelle locale de la ZEE et des récifs pour à la fois avoir des pêches qui soient bien gérés et combinés à des systèmes d'air marine protégés. Donc on a le temps pour quelques questions et ensuite on donnera la parole à Cédric Consommé qui ont pensé que c'était intéressant d'avoir à la fois des experts du contexte international, mais faire le pendant avec le local et la pêcherie polynésienne. Donc avant ça, on a peut-être le temps pour quelques questions si vous voulez pour Boris et Lorraine.
présentation. Je vais faire ma question en français parce que je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Vous abordé la problématique de la conservation des ressources, principalement au travers, on va dire, une approche qui concerne la capture, c'est-à-dire le prélèvement. Ça, c'est une approche qui, effectivement, au niveau de la pêche hauturière, par exemple, prend son sens, parce que c'est la principale pression qui s'exerce sur ces stocks. En revanche, si on se replace à une échelle un peu plus locale, par exemple la pêche lagonaire ici en Polynésie, le prélèvement reste une des principales causes de diminution des stocks, mais viennent se rajouter d'autres pressions humaines, pressions anthropiques. Par exemple, je pense à la pollution des eaux, je pense au rejet qu'il peut y avoir, je pense aussi aux nuisances sonores que vont entraîner la navigation, etc. Est-ce que ces paramètres, vous les prenez aussi en compte dans vos approches de conservation sur des échelles plus côtières, on va dire? Yeah, thank you for that question. And I think it points to the fact that there's more affecting the ocean than fisheries. The climate is changing, there's pollution, there's noise, there's a lot of impact. Merci pour votre question et je pense que cette question pointe vers le fait qu'il s'agit plus que d'une simple question de poissons et de pêche. On a le changement climatique, on a la question de la pollution environnementale et, comme vous l'avez souligné aussi, la question des bruits, des nuisances sonores aussi. Marine protected areas and fisheries management can only help with direct exploitation, but when you recover biodiversity and healthy ecosystems, often they're also more able to absorb other stresses. Bien sûr, ce que nous faisons profite directement plus à l'exploitation directe de ces ressources, mais on s'aperçoit que lorsque la biodiversité marine est en meilleure santé, que les milieux sont mieux préservés, cela peut avoir un impact positif puisqu'ils arrivent à mieux absorber toutes les problématiques par ailleurs. But your point is important. We need to work on several fronts at the same time, and one tool, like protected areas or fisheries management, cannot solve all problems. Mais vous faites bien de souligner ce que vous avez dit, puisque cela signifie aussi que la protection des zones marines protégées et la meilleure gestion des stocks est importante, mais il nous faut travailler sur plusieurs fronts, et pas juste sur ce front-là, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Hello. Thank you very much for this wonderful presentation. I'll speak in French for everybody and I can say translate. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Le président du pays, Monsieur le ministre, il me semble a mentionné il y a quelques semaines de là, à plusieurs reprises, que potentiellement on pourrait multiplier la pêche de thon par peut-être 2 ou 3. Et ma question est scientifique, et non politique évidemment. Existe-t-il une estimation scientifique précise du stock, la limite de stock de poissons, de thon, qui le rend sous-marin durable? Ou est-ce encore difficile d'estimer l'optimum de pêche, la quantité optimale de pêche? Par exemple, en Polynésie, dans un océan aussi grand que le nôtre, avec toutes les difficultés que vous avez mentionnées. Yeah, so tuna are really amazing fish because they are a shared international resource. And so the tuna that are caught here in French Polynesian waters could also be tuna caught in any of the other Pacific Island countries because they're highly migratory. Donc le thon est une espèce, les thonidés sont des espèces de poissons vraiment formidables puisqu'elles sont des espèces qui sont partagées par tous les pays. Ce qui peut être attrapé, capturé ici, peut être également, les mêmes espèces peuvent être
tellement capturés dans d'autres endroits de la région. And so that means that they have to be managed internationally. And so in the Pacific right now, all of the target tuna stocks, with the exception of Pacific bluefin, which is caught much farther north, all of the target tuna stocks are considered biologically healthy, which means they're currently fished within sustainable limits. Et donc, mon propos, c'est pour dire que finalement, la gestion de ces stocks de thonidés doit faire l'objet aussi d'une réglementation internationale, d'accord international, puisque ces poissons migrent et à l'exception peut-être des thons à ailerons bleus qui sont pêchés beaucoup plus au nord, les stocks actuels de poissons de thonidés dans le Pacifique sont plutôt dans un état de bonne santé et sont à un niveau pérenne. The challenge anytime you want to increase the fishery is doing it far too quickly, right? So it doesn't usually go very well anywhere in the world if you go from sort of a base level and you triple it, quadruple it, make it tenfold higher than the fishing pressure that stock is used to. And so while the stocks are currently healthy, if you just go and increase that effort too rapidly, it's unclear what impact that could have on the target stocks. Alors, le fait de vouloir augmenter le niveau de pêche, d'accroître les pêches de thonidés, un risque, ce serait de le faire très rapidement, de doubler d'un coup, quadrupler, voire décupler le nombre de pêches de thon d'un coup, et ce qui va en fait avoir un impact sur ces stocks de thonidés, mais on ne sait pas trop exactement quel serait cet impact réellement sur ces thons si on le faisait beaucoup trop rapidement. And the last part of that, of course, is whether or not the country itself has the capacity to increase that quickly with local fishers, local boats, local processing, or then if it gets outsourced to a foreign country, for example, if the desire is to increase catch that fast, whether fishers here would even be able to meet that objective with the current vessels and facilities that they have. Et le pendant de cette question, c'est aussi de savoir est-ce que le pays en question, la Polynésie en particulier, a les moyens de pouvoir augmenter, d'accroître aussi de manière aussi importante ses pêches. Est-ce qu'elle a les pêcheurs qu'il faut, le nombre de pêcheurs, de navires? Est-ce qu'elle a les infrastructures pour accueillir tous les poissons? Ou doit-elle en fait avoir recours à des pays étrangers pour traiter les poissons qui seraient capturés ou pour la production? And just one last point is thinking about the future and future food from the ocean. We all see that our climate is changing quickly, and tuna respond very strongly and often in a negative way to a changed climate. So we have to be extra careful going forward. Un dernier point que j'aimerais souligner, c'est que les thonidés sont très sensibles au changement climatique et aux variations qu'il peut y avoir. Et donc, il nous faut être encore plus prudents quant à modifier le taux de pêche de ces espèces. Yeah, many thanks for your great presentation. You mentioned that the absence of regulation for drifting systems. Do you think that there will be a little chance that because we maybe if we put many efforts to force, to oblige the fishermen or the countries which have great fisheries to improve the regulation?
against drifting. Because in French Polynesia, we have plastics also traveling in our water, and that's enough. So, Je veux poser la question en français. yes. Ma question est, est-ce que vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir pour faire évoluer la réglementation vis-à-vis des systèmes des CP? Et comment est-ce qu'à notre niveau, petit niveau, on peut faire pression sur les grandes industries de pêche? No, it's a really good point, and there is actually a lot of attention on fads internationally right now. They're making a lot of improvements in terms of what they're made of, so they're now biodegradable, non-entangling, but there's still too many of them being released every year. Il y a beaucoup d'améliorations et d'attention au niveau international qui est portée sur ces DCP, dérivants, et des améliorations notamment sur leurs constituants, les éléments constitutifs de ces DCP, puisqu'ils sont pour certains biodégradables maintenant, d'autres empêchent de pouvoir s'entremêler à droite à gauche. And I would say, honestly, the best thing that can be done right now is to gather data. So our research is trying to put together this global synthesis of impacts of fads, and we rely on good data provided by countries. So the fad tracking information that was shared, having a country collect that kind of data is really important. So what French Polynesia is doing, they need to keep doing it, and all the other countries also need to do. So this one has definitely been a leader on collecting data, and that's really, really important because there is so little data on these years. Une autre chose importante, c'est que malheureusement, nous ne disposons pas d'énormément de données concernant les DCP, et pour pouvoir dresser vraiment l'état des lieux de l'impact que ces DCP auraient dans le milieu marin et pour les pays, il est important que les pays mettent en place des infrastructures pour récolter ces données. C'est ce que fait la Polynésie française, et de manière pionnière aussi, et malheureusement, il faudrait que cela puisse être dupliqué ailleurs dans d'autres pays. So thank you for that question. There definitely needs to be better regulation, and that regulation will come, I think. Merci pour votre question, et je pense, je suis assez certain que cette réglementation sera mise en vigueur un jour. Il nous reste une toute dernière. Merci pour la présentation. Alors moi j'aurais une question par rapport aux études qui ont été montrées. Vous nous montrez qu'il y avait un impact de la mise en place d'une aire marine protégée autour du Nil. Vous avez montré qu'il y avait donc une augmentation des stocks. Est-ce que vous avez pris en compte la part des enrichissements nutriments qui ont lieu naturellement autour de l'île pour voir le réel impact de la mise en place de cette aire marine protégée? Yeah, good question. And yes, we did look at where the richest areas are in terms of productivity and how that lines up with fisheries catches. Merci, c'est une très bonne question. Et nous avons effectivement pris en compte tout cela et pris en compte donc, tous ces nutriments qui sont autour et comment est-ce que cela peut être interprété par rapport aux cultures de poissons. And the rich productive areas support the best fisheries, but that gets even better with protected areas. Et donc, lorsqu'il y a donc, des zones gérées, ça permet d'avoir de meilleurs nutriments et de meilleurs stocks de poissons, mais par contre, les résultats sont encore plus positifs lorsqu'il s'agit des zones marines protégées. Quick question and a quick answer for you, Boris.
I know you were part of the international scientists calling for the 30% target. Could you explain a bit, very shortly, how this figure came? Now it's been endorsed by the United Nations, but how came this figure of 30%? And how is it enacted and endorsed by all the countries around the Pacific and internationally? So the 30% protection target was the result of a lot of scientific studies that looked at the best possible level of protection to enhance fisheries and to protect biodiversity at the same time. Et donc cette norme des 30% de zones protégées des terres et de mer, cet accord sur ces 30% sont issus en fait de résultats de recherche scientifique. And it is the result of international negotiations that all nations have signed on to. Et c'est également le résultat d'accords internationaux où les pays ont été signataires. And I think it's our biggest opportunity to ensure that we have sustainable food now and in the future. Et pour ma part, je pense que c'est une occasion vraiment en or pour que nos pays et nos populations puissent bénéficier d'une sécurité alimentaire et la protection de nos ressources marines. Aussi un service de développement. Donc là, je vais vous présenter, puisqu'on parlait du large, en fait, comment en Polynésie française on exploite le large, comment on exploite la ZE, et plus particulièrement donc, de la filière de pêche culturière. Accrochez-vous, ça va être un peu dense, pas mal de choses à dire. La première chose, je vais vous faire un petit historique de cette filière qui finalement n'est pas si vieille à l'échelle en tout cas de la Polynésie et de l'économie de la Polynésie. La permaculture, par exemple, est beaucoup plus ancienne. Et on a bien sûr eu toujours de la pêche, mais la pêche, on va dire, un peu plus professionnelle, est apparue plutôt dans les années 60 avec le début des motorisations et donc les premiers bonitiers, petits marins sont arrivés dans les années 80 et avec une exploitation qui était quand même très très proche des côtes. Et en fait, la filière de pêche hauturière, elle a démarré avec l'apparition de cet engin-là, la ballon pélagique dérivante, qui est en fait la technique qui était arrivée, donc celle-ci, la technique les plus ancienne, mais cette technique en monofilament est arrivée donc de Hawaï. Et a été installé en fait à bord de bonitiers palangriers dans les années 1990. C'est-à-dire encore des bonitiers, mais qui commençaient à s'équiper avec une petite longline, qui était 400 hameçons et un petit tambour hydraulique. Et donc c'est la courbe bleue, la courbe rouge, bleue pardon, donc des navires, vous voyez, qui a très rapidement augmenté avec une soixantaine de navires au début des années 90. Puis vous voyez que cette courbe ensuite bleue, elle a tendance plutôt à diminuer jusqu'au début des années 2000. En fait, à cette période-là, on a pas mal de bonitiers qui ont arrêté de faire de la palance, ont retourné à une pratique un peu traditionnelle des bonitiers, mais l'apparition des premiers vrais palangriers, des bateaux qui étaient destinés à faire de la palance, donc quelques importations. Il y a eu des bateaux aussi qui ont été donnés dans le cadre des derniers accords de pêche qui se sont terminés en 2000. Et on voit donc a priori une diminution du nombre de navires, mais par contre, vous voyez la courbe rouge, une très forte augmentation des captures. Donc c'est une phase pionnière de la maturation et l'apparition de cette nouvelle flotte de pêche hauturière. Dans les années 2000, il y a eu un projet assez ambitieux de la part du gouvernement de développer, de booster un peu cette filière avec une ambition de faciliter la construction de navires, donc, notamment avec l'utilisation du mécanisme de double défiscalisation. Et on voit toujours sur cette courbe bleue, dans les années 2000, une nette augmentation. En succès, on a voulu construire des unités qu'on en a construit. Une partie construite localement, une partie construite à l'étranger. Donc toujours de ces palangriers. Et par contre, on voit qu'en parallèle, on a une production qui a drastiquement chuté. En fait, au début des années 2003, 2002-2003, il a commencé à avoir une grosse diminution des captures sur les rendements de thon germont. Le thon germont, le thon blanc, c'est 60% des captures de nos palangriers. Et là, on a eu dans les années 2000, vraiment 2003, une très forte baisse. Ça n'a pas touché que la Polynésie française, ça a touché aussi les voisins qui étaient à l'ouest, les Cook, Samoa, les Tonga, qui avaient aussi des flottilles un peu similaires aux nôtres. Pour certains, ça a vraiment été, ça a mis les armements ont mis les clés sous la porte. Ça a été très bien à cette période-là, on avait à la fois plus de bateaux et moins de poissons. On n'a jamais vraiment trop su pourquoi c'est vraiment cette diminution des rendements. Il y a plusieurs hypothèses.
Alors qu'au même moment, au début des années 2000, on avait par exemple l'Australie, il y avait une pêche à l'espadon, donc aussi une online, sur d'autres espèces, sur d'autres stratégies de pêche, qui s'est mis à pêcher plus de gérants. Ils ont eu une abondance de gérants accrue. Donc c'est peut-être un chiffre en fait du stock sur la partie plus ouest. Notre explication, c'est que nous ici, les germons qu'on pêche, c'est tous des adultes, subadultes, qui ont à peu près 6 ans. Et si on remonte 6 ans avant, c'était 1998, c'était le Niño du siècle. Peut-être que c'est un trou dans les cohortes, c'est un problème de reproduction. Et donc d'un seul coup, la biomasse qui s'est effondrée, c'est 6 ans après qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu un trou. Donc plusieurs parties de là, la flotte, la filière a survécu. Et elle a survécu notamment grâce au marché local. On a beaucoup d'étonniers qui avaient été construits, les plus gros, c'était les 24 mètres, pour faire de la pêche en congelé le poisson à bord et il était exporté. Et là, en fait, les tarifs à l'international pour le congelé étaient trop faibles. Et c'est finalement le marché local, c'est vous, qui avait sauvé la filière en consommant du poisson. Et c'est à ce moment-là, réellement, le marché local, les tonniers congélateurs se sont mis donc à faire de la pêche fraîche, ont réduit leur marée. Et tout le monde a débarqué sur le marché local et ça a tenu. Ça a permis à la filière de tenir. Et après, dans les années qui ont suivi, donc le programme Bouteille du Raval, qui a été, il faut être très honnête, une période un peu noire dans la filière, quand même eu beaucoup de casses, beaucoup de pertes, on a eu, et notamment, on a assisté à une intégration verticale de la filière. On était parti sur des armements très artisans, et à cette période-là, on commence à avoir des gros groupes qui apparaissent, et on ne fait pas seulement de l'armement, on fait aussi de la commercialisation, du marinage, et puis de l'exportation, puis de la construction de navires. Et donc on a eu quelques grosses structures qui sont apparues, mais ce qui témoigne quand même d'une filière quand même beaucoup plus solide. Au début des années 2000, après les constructions et quand on a eu des navires qui n'arrivaient pas à être exploités alors qu'ils étaient défiscalisés, ça a été très compliqué derrière de continuer à pouvoir solliciter les défiscalisations et même le banque local voyait un très mauvais œil de la filière. Et en fait, il y a eu toute une restructuration qui s'est faite qui a fait qu'au début des années 2015, à peu près 2016, on a élaboré une nouvelle politique sectorielle avec une ambition réellement, à nouveau, réaugmenter la flotte. Mais plus de la même façon qu'on l'avait fait en Amérique, déjà de manière beaucoup plus régulée, il y a eu des ressources, et fondée sur l'initiative privée uniquement. Et donc, c'est la dernière courbe que vous voyez avec les 5 dernières années, 30% d'augmentation de la flotte. Bien évidemment, on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu une fiscalisation, un soutien de l'État français. Mais on l'a fait parce qu'il y a eu des initiatives privées. Et on avait des acteurs qui étaient considérés comme solides au niveau économique, donc par les banques locales, par Bercy. Et donc on a pu développer cette flotte. Ce qui fait qu'en 2003, on arrive à 2023, capture record. On est aujourd'hui pratiquement à frôler la barre des 9000 tonnes de production. Vous avez en bas les exportations. Vous voyez que dans les années 2000, c'était le congelé en prix, donc on exportait du congelé, un petit peu de frais, et évidemment, quand les congélateurs ont arrêté de faire du congelé, ça a un peu fini l'exportation de congelé. Aujourd'hui, on est à peu près à un quart des débarquements qui sont exportés, 95% vers les États-Unis en produits frais, sur un marché, on va dire un peu de niche, c'est-à-dire beaucoup, en fait, qui alimente les marchés, les restaurants de sushi. Plutôt du thon à chair rouge qu'on exporte, donc notre thon belge, un peu notre yellowfin, et notre thon blanc, qui est pourtant celui qui est majoritaire de notre capture, un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on a une flotte de 80 navires. La plupart ils ont été construits localement. C'est que des marins, c'est que des armateurs locaux, c'est que des marins locaux à bord. Et on estime qu'aujourd'hui, on a une filière qui est durable. Elle est durable déjà parce que ces 9000 tonnes, c'est 0,3% de 9 heures. Déjà, donc elle est 0,3% des captures du Pacifique, pardon, 0,3%. On est vraiment, c'est des toutes petites captures. Vous avez ici, donc ça a été dit un petit peu précédemment, donc vous avez ici, en bas, sur ce graphique, l'océan, enfin, les conférences tonnières, les organisations régionales de pêche qui gèrent le thon, les estimations en volume, les barres, c'est les captures par espèce, et la couleur vous donne l'état du stock. Donc vous avez ici les deux colonnes de gauche, le Pacifique central, centre-ouest, c'est tout ce qui est à gauche de la ligne bleue, le Pacifique est, qui est à droite, c'est ces deux colonnes-là. Donc ça fait plus de 3,2, 3,3 millions en fait, de captures de thon, les 4 principales espèces. Et vous avez ici
l'océan, je pense que ça c'est l'océan Indien et l'océan Atlantique ici. Vous voyez clairement dans le Pacifique, c'est là où est la ressource, un tiers Pacifique, un tiers de la surface du globe, et 60%, plus de 60% des 2 tiers des captures de thon. Et vous voyez essentiellement dans le Pacifique centre-ouest, et vous voyez que toutes les espèces sont considérées comme en bonne santé. Juste dans le Pacifique Est, sur le thon obèse, une petite incertitude au l'Est. Juste pour vous dire là-haut, donc c'est ça, au niveau des distributions, vous avez en haut à droite les distributions des seineurs dans le Pacifique, pêche à la Seine, et ici vous avez le calendrier. La pêche à la Seine, c'est 2 tiers des captures. Si on parle de pêche au thon, en termes de volume, dans le Pacifique et même au niveau mondial, la pêche au thon, c'est d'abord de la pêche à la Seine, et ensuite c'est d'abord de la pêche à la Monnie, de la pêche de la Monnie à la Seine pour la conserver. C'est ça le modèle, le gros du volume. On a aussi des palangriers, donc de mémoire, je pense que 40% des captures dans le Pacifique, des palangriers. Donc juste pour vous dire que la taille des calendriers n'est pas du tout similaire entre les deux trafics. Les seineurs, vous voyez, donc c'est des bateaux qui sont beaucoup plus grands, c'est des filets qui vont entourer des bancs et qui pêchent en surface. Et donc ça a été dit qu'ils pêchent massivement maintenant avec l'utilisation des DCP dérivants. On a une courbe de capture au Pacifique qui est comme ça, c'est parce que c'est les captures des seineurs qui ont augmenté, c'est parce que c'est les captures des seineurs sur les CP dérivants qui ont augmenté. Et les corrélations sont très très courtes. Donc effectivement, des gros enjeux sur la maîtrise en fait, de cette pêche sur les CP. Et vous pouvez remarquer que c'est une pêche qui est très équatoriale, parce qu'on pêche en surface sur les eaux chaudes, c'est une pêche qui est située très à l'ouest. Vous avez ici les palangriers, où là on a des pêches qui sont un petit peu plus étalées au niveau des latitudes, avec quand même au niveau central, vous voyez un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de jaune, c'est des thons dits tropicaux, le thon obèse et le thon à nageoire jaune. Et vous avez le vert qui est un petit peu plus septentrional, au nord et au sud, qui est le thon blanc, qui est un thon qui est un petit peu plus subtropical. Et donc la zone économique, nous on est plus ou moins dans l'alignement des zones de pêche au thon, avec le nord par contre de notre zone économique qui est au milieu de ces grounds, une des zones les plus productives en thon obèse. C'est pour ça que vous voyez autour de notre zone des gros camemberts sur ce graphique de gauche, ça c'est des forts de pêche de navires étrangers qui pêchent les sashimi boats. C'est des bateaux qui font à peu près minimum 40 mètres, c'est-à-dire 15 mètres, 10, allez, on va dire que le plus petit des bateaux qui est à l'extérieur de la zone fait 10 mètres de plus que le plus gros de nos navires, minimum. Nous, nos navires, c'est entre 13 et 24 mètres. Ici, vous avez notre zone de pêche. Donc, vous voyez que toute la zone économique n'est pas exploitée. Donc, les bateaux, je vous ai dit, on est parti sur une pêche-pêche, ça limite effectivement le rayon d'action. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% de la zone économique qui est exploitée avec des zones où il y a pratiquement jamais d'incursion. Et comme on le disait, cette pêche est aujourd'hui certifiée MSC. Donc, MSC, c'est Marine Stewardship Council. C'est aujourd'hui le label qui est quand même le plus reconnu pour labelliser ce qu'on va appeler les pêches durables. Donc un label labellisé MSC, ça veut dire qu'il y a 3 critères. Déjà, c'est des espèces qui sont labellisées. Donc nous en Polynésie française, c'est le thon à nageoire jaune, le thon blanc et l'espadon, pêchés à la long line par la flotte domestique de la zone de la Polynésie française à l'intérieur de sa zone économique. C'est ça qui est labellisé. Donc c'est des espèces pêchées par nos bateaux. Ça veut dire que quand c'est vendu à l'export, nos exportateurs ont le droit d'utiliser ce logo-là. Donc c'est le premier critère, les espèces doivent être en bonne santé. Je vais montrer les 3 espèces que je exploite sont en bonne santé. Deuxième critère, il faut que l'exploitation de ces espèces ne soit pas préjudiciable à l'écosystème et aux espèces accessoires. Le problème de la long line, c'est un engin dormant, on lâche les lignes avec les hameçons, 2000, 3000 hameçons, 30 mètres. C'est un engin dormant, c'est un engin passif, on ne maîtrise pas forcément ce qui ne pas ce qu'il va vendre. Il peut y avoir des requins. Il peut y avoir, au moment où on lâche, notamment la ligne, des oiseaux qui viennent piquer pour essayer de manger là-bas. Donc parfois il y avoir des tortues aussi. Après, les cétacés, ne vous inquiétez pas, c'est eux qui font le ménage. Ils ne sont pas capturés, par contre ils détruisent la ligne. Donc le problème, c'est effectivement l'impact sur ces espèces accessoires qui doit être maîtrisé. C'est le cas en Polynésie française, on verra après notamment un programme d'observateur qui relativement peu de captures. Et le troisième point, c'est la bonne gouvernance. Et comme ça a été dit, la gouvernance ne dépend pas, la bonne gestion de ces stocks ne dépend pas que de la Polynésie française. Donc il y a une partie qui se fait en Polynésie française, notamment les gestions de délivrance,
contrôle, les statistiques, le contrôle effectif des bateaux, etc. Mais les règles de gestion qui sont faites au niveau des organisations régionales des pêches, comme ça a été dit, donc au niveau international. Alors, pardon. C'est une filière aussi qui a clairement été bien accompagnée. Ici, je vous ai surtout mis en évidence les infrastructures. Donc, on a dit à la filière est née dans les années 90, un premier quai, payé financement État à l'époque, une première criée en 95, et le bâtiment logistique de congélation qui est apparu en 1999 pour traiter le poisson qui était justement congelé à terre, donc ensuite débarqué sous forme congelée pour être conditionné. Un deuxième quai en 2001, et des assaisonnements collectifs, un bâtiment export aux normes européennes en 2003, ce qui a permis le développement de l'export en fret vers l'Union européenne. Et en 2005, l'ancienne criée qui est reconstruite, démolie et reconstruite dans un bâtiment de mariage local. Depuis, pas eu de réels investissements en fait, structurants sur le port. Il a un peu la tête qu'il avait en 2005, un peu plus pratique. Et là, on a un enjeu effectivement d'espace. La Polynésie française, on sait tous ce problème, c'est foncier. Et si on veut pouvoir continuer à développer, il va falloir pousser un petit peu autour du port de pêche. Il n'y a déjà des gens, donc il va falloir un peu voir où est-ce qu'on peut les mettre. Et puis si jamais on veut aussi réaménager ce port, parce qu'en fait, il s'est construit, il faut être honnête, de manière un petit peu chaotique, surtout avec l'avitaillement en glace au même endroit où tu fais les débarquements. On a fait un peu comme on pouvait au début, il n'y a pas eu clairement de planification à l'avance. Aujourd'hui, si on voulait reconstruire ce port, le réaménagement du port va poser aussi le problème qu'il va falloir construire en même temps que ça continue de fonctionner. Construire un port ex nihilo à un autre endroit, c'est pas simple. Construire un port qui doit continuer à fonctionner, ça va rajouter des couches de difficultés. Je vais remettre l'ouvrage. Ensuite, c'est une filière qui est suivie. Vous avez, moi, on board, c'est des déclarations de capture. Le capitaine a l'obligation de déclarer ses captures, donc c'est des déclarations journalières. Et on board, c'est un appareil électronique qui a été développé par le secrétaire de la communauté du Pacifique et de l'UNEA, et la Polynésie française est le premier pays à être passé à 100% en numérique. On a réussi à faire 99% des armateurs avant de mettre la réglementation. Juste par la sensibilisation et de la communication avec les armements, on a réussi à imposer ce système électronique. Donc autrement dit, c'est plus nous qui faisons la saisie, c'est plus les agents de la DRM, on peut faire le contrôle de la saisie ou on peut faire de l'assistance. C'est le professionnel qui rentre lui-même, et puis c'est du numérique, ça va directement dans les masses de données. On a aussi développé notre propre logiciel de suivi DMS. DMS, System Monitoring System, c'est-à-dire qu'en plus des éléments de sécurité qu'il peut avoir un navire, ils ont des éléments, ils ont des balises pour les suivre avec une vocation de surveillance des pêches. Aujourd'hui, nos calendriers, ils émettent toutes les 2 heures. Et la donnée est traitée dans ce logiciel qui est accessible, qui est géré par la DRM, mais aussi le JRCC, vous savez, qui coordonne les sauvetages. On peut avoir accès aussi à ce logiciel. Vous savez qu'il y a pas mal de sauvetages qui ont été faits en Polynésie française, dans la zone de Polynésie française, grâce à des calendriers. Donc là, on a nos bateaux sont suivis en temps réel, on voit si ça arrive dans les îles, on communique avec eux. Vous avez ici, il a été dit par un discours d'introduction, le ministre a bien dit, nous, on essaie de travailler avec le maximum de personnes qui veulent venir travailler pour le développement et la gestion des ressources en Polynésie française, welcome. Et donc, on a notamment un accord de coopération avec l'ONG américaine, de Nature Conservancy, avec laquelle on développe plusieurs programmes, que ce soit la pêche wagonnaire, la pêche culturière et l'aquaculture bientôt. Là, vous avez un exemple de programme qu'on a développé de e-monitoring. Là, la fiche de pêche, on est sur du e-reporting. Là, c'est du e-monitoring. C'est en fait essayer de mettre des caméras pour essayer de voir en fait, les pratiques, mais c'est surtout des captures accessoires, encore une fois. C'est-à-dire que dans le fiche de pêche, le capitaine nous demande de remplir ses fiches de pêche et on vérifie avec le débarquement qu'effectivement il remplit convenablement ses fiches. Et lui, très clairement, il y a que ce qu'il va garder, ce qui est commercial qu'il va remplir. Ils ont d'autres cases qu'on leur demande de remplir sur les autres espèces, etc., l'évolution, ce qu'ils ont pu voir. Mais bon, ce n'est pas la source principale de la donnée, c'est une source, mais on doit la vérifier. Encore une fois, il faut qu'on soit des bons gestionnaires. Donc on a un programme d'observateurs embarqués, ça coûte assez cher, c'est le pays qui prend en charge, ça coûte assez cher au pays pour juste 6% de l'effort de pêche, en gros le nombre de jours de pêche observé, donc avec une personne qui vient vraiment à bord, qui vient à bord des bateaux, qui fait des marées, et qui observe, et qui notamment récupère des informations sur
le traitement des prises accessoires et toutes les autres captures qu'il peut y avoir. Comme je vous disais, ça coûte cher et c'est quelques pourcentages. Donc si jamais on veut augmenter le pourcentage, et là, il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Et donc là, on a testé avec l'accord des pêcheurs et des armements, 4 armements différents. On a mis des caméras à bord et on est en train de tester ça pour voir si ça pourrait compléter plutôt le programme d'observateurs embarqués les humains. Et donc je vous disais, je vous parlais de nos observateurs embarqués. Ils ont un rôle statistique, mais ils ont aussi un rôle de sensibilisation. Et là, vous voyez justement, donc une dernière évolution. On a fait évoluer notre réglementation pour coller aux pratiques internationales. C'est les bonnes pratiques d'évitement, les bonnes pratiques de manipulation. C'est pas tout dire que les requins sont protégés en Polynésie française. Je vous disais, si mort à leçon, qu'est-ce qu'on en fait, comment on traite, comment on manipule. Alors on a la chance que les requins survivent très bien. C'est pas rare justement de voir un avec plusieurs pins dans la bouche. Là. Donc on coupe et puis on leur lâche, ils survivent la plupart du temps assez bien. Mais si jamais ils se retrouvent avec une tortue, si jamais pour lui enlever la leçon de la gorge, etc., il y a besoin d'avoir un nez au cœur, de savoir l'utiliser, etc. Donc ils sont sensibilisés à tout ça aussi. Après, c'est aussi une filière qui est encadrée. Donc, je vous ai parlé de la politique sectorielle avec ses ambitions de développement de la flotte. Et donc ça, c'est un document qui a été voté à l'Assemblée avec un programme d'action pour 5 ans qui est en cours d'évaluation. Parce qu'on est à la fin de programmation de 5 ans. Donc, on a justement l'étude en ce moment qui travaille sur cette évaluation et la révision des orientations stratégiques. Est-ce qu'elle a été efficace pour l'ensemble du plan d'action qui était prévu, pourquoi elle n'a pas été éventuellement, et surtout, sur quoi on continue sur les prochaines années. Donc on est aussi en parallèle dans la redéfinition des orientations. Ça a été cité aussi dans le discours d'introduction, l'aire marine gérée. Ça, c'est un outil dont la Polynésie peut être très fière, même si ça va peut-être pas, pour l'instant, enfin, on voit peut-être pas très clairement ce que c'est. Donc c'est depuis 2018, la zone économique exclusive, donc de 12 à 200 000, la Polynésie française est classée au titre du Code de l'environnement, en catégorie 6 au titre du Code de l'environnement. Air, marine, ressources gérées, donc ALG. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, ça nous oblige un peu à faire de l'interministérialité. Donc là, vous avez eu donc un premier plan de gestion. Ici, ce que je vous présente, et je vous invite vraiment, si vous êtes un peu curieux, à consulter ce document, c'est l'état des lieux qui a été fait. Le dernier état des lieux qui a été fait par l'OMB, donc c'est un document qui a à peine un an. Donc notamment l'état des lieux des usages, mais l'état des lieux aussi des pressions dans la zone économique. Si on veut parler de la marine protégée, c'est important d'identifier où sont les pressions. Et donc ce document fait un état des lieux un peu de tout ce qui est tout ça, les usages et les pressions. De ce document, il y a un deuxième document qui est sorti, qui est le plan de gestion, et le ministre a présenté les 4 grandes thématiques notamment de ce plan de gestion. Donc il y en a une qui est très orientée sur les espèces marines protégées, il y en a une qui est plutôt orientée vers la conservation des ressources halieutiques. Donc ça va reprendre les éléments qui sont effectivement dans les politiques sectorielles, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus transversales. Il y a notamment un volet qui est sur l'exploration de la connaissance et de la protection des écosystèmes profonds par l'acquisition de données. Et il y a tout un volet aussi sur la gestion spatialisée et partenariale avec, en fait, en gros, pas mal d'obligations de faire de l'interministérialité. Donc il ne faut surtout pas négliger la portée de ce genre de document. C'est une chance pour des services de pouvoir justement se mettre autour de la table pour avoir des objectifs communs qu'on n'a pas forcément déclinés individuellement dans nos politiques sectorielles. Ensuite, bien sûr, ça a été dit, les organisations régionales des pêches, donc la Polynésie fait partie de 2 organisations régionales, le Pacifique Centre-Ouest et le Pacifique Est. Donc bien sûr, les mesures qui sont prises au niveau international, elles doivent se décliner après dans le droit polynésien. Elles s'imposent, elles doivent être traduites. Et ma dernière slide, ce sera justement pour préciser un peu c'est quoi les positions de la politique française quand on va au sein de ces organisations régionales des pêches. La première chose, on y va déjà pour défendre nos droits. Parce que si tu n'y es pas, tu te fais bouffer du cru. C'est-à-dire que sur toi, il y a des mesures où ça t'empêche de pêcher dans ta propre zone économique et tu n'as rien vu venir. Donc rien que ça, et ça va un petit peu avec le père, avec le numéro 2. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur les organisations régionales de pêche, mais c'est très intéressant pour la WCPFC. C'est la seule où il y a autant de zones économiques exclusives, et notamment des pays océaniques. Et dans la Constitution, dans la Convention de la WCPFC, il y a un article qui donne un droit particulier aux pays insulaires, comme la Polynésie française. C'est en gros, c'est que s'il y a des mesures qui doivent être prises, ça ne doit pas être
disproportionate burden, un fardeau disproportionné pour les petits pays insulaires. C'est-à-dire, en gros, on ne va pas faire les frais, alors que nous, on aurait commencé à développer des flottes, les frais de la gabegie qu'il y a eu par les grandes nations auparavant, qui n'ont jamais rien contrôlé, y compris leur part de gâteau. C'est un peu ça pour traduire. Donc, c'est surveiller nos intérêts. Après, je vous ai dit, le MSC, le problème, c'est pas seulement la Polynésie, enfin, notre MSC, on dépend aussi de comment ça va être géré au niveau des organisations régionales des pêches. Et là, je vous avoue qu'on transpire un peu, parce que notamment sur l'espadon, on a du mal à faire bouger les lignes, et je ne vais pas citer les nations qui font un système européen. L'Union européenne, bon, avec les Asiatiques un peu derrière, mais on a du mal à faire avancer au sein de ces organisations des mesures, et c'est bien géré, certes, mais il manque encore du prévisionnel, c'est ce qu'on appelle les Harvest Control Rules. Donc en fait, il faut des règles préétablies, il faut des points de référence, des règles préétablies. Et ça, le problème, c'est que ça ficelle pour les années à venir les capacités de réaction. Donc on ne peut pas réagir au bout du parcours et à chaque fois négocier. C'est que si on a prévu à l'avance ce qu'on faisait selon l'évolution des états des stocks, on a perdu un peu de latitude pour toutes les négociations. Ça, c'est vachement dur à faire avancer. Donc pour ça, au niveau du MSC, on est en train de pousser, mais on peut faire un peu de logique. Après, donc, pour voir le modèle pêcherie et développement à l'international, pour être honnête, le modèle polynésien, ce n'est pas forcément un modèle qui va être reproductif partout. Les soutiens, les financements pour les infrastructures, ça n'y a pas de problème. Les Chinois et les Taïwanais, ils le font partout où vous voulez. Par contre, derrière, l'accompagnement pour avoir une flotte domestique, déjà, nous, encore une fois, c'est parce qu'on avait un marché à fort pouvoir d'achat, on a permis de développer cette filière au niveau. Comme ça, on l'a apporté. Savoir si notre modèle est reproductible, pas forcément, c'est pas forcément. Par contre, on peut dire oui, il est vertueux, quand on voit quand même les 9000 tonnes, on enlève ce qu'on va à l'export, à peu près 6000 tonnes de thon qu'on mange. Si on l'avait pas, on faudrait importer, probablement des saloperies, ou alors il faudrait les pêcher dans le lagon. Et là, c'est pas possible. Le lagon ne pourra pas faire ça. Donc la meilleure mesure de gestion qu'on a fait pour préserver le lagon, ça a été de développer la pêche fluviale, sur un point de vue sécurité alimentaire. Ça, c'est clair. Et ensuite, après, ça a été un peu l'objet de la... Donc, depuis un moment, alors, sur la protection du thon blanc, sur la protection des requins, effectivement, historiquement, on porte un petit peu le sujet, on a un petit poussé, il faut être honnête. Par contre, sur les DCP, comme la pêche à la salle est interdite et que nous, on n'a pas de seineurs, c'est un peu difficile, je vous ai montré les chiffres, les seineurs, c'est les gros, c'est les caïds. Donc aller se mettre au milieu de la table en disant ok, vous allez commencer à réguler un peu le DCP, etc. C'est pas si évident. Ça a bien été dit, en fait, nous l'approche qu'on a eue, c'est on a d'abord commencé à collecter de la donnée. On a collecté, fait des recensements, combien il y avait des CT, on a essayé de les traiter, on a commencé à nous coûter, parce que c'est pas sur place que tout traite pour l'exporter, etc. Et on a commencé à être de plus en plus audible, d'être crédible, parce qu'on arrivait avec des chiffres. Alors, au début, on a juste essayé de voir autour comment un peu ça se passait, mais c'est vrai que maintenant, on commence à pouvoir à poser cet argument au niveau international, et pas plus tard, l'année dernière, à l'IATPC, toute la partie Est, il y a une mesure qui a été prise sur la biodégradabilité des FACS, qui a été proposée par l'Union européenne, qui aussi nous a aidés, et c'est la Polynésie française qui, via la France, a fait cette proposition. Donc, ça a été l'Union européenne qui l'a soutenu, mais voilà un exemple de collaboration et une initiative de la Polynésie française. Je vais arrêter là, juste pour vous laisser peut-être la place à des questions.